Voilà, bonsoir madame, bonsoir monsieur. La géopolitique de l'eau va nous intéresser ce soir étant donné que ce produit est aujourd'hui au centre de tous les débats stratégiques. L'or bleu, ainsi qu'on appelle de l'eau, est devenu l'épicentre des conflits à travers le monde et déjà des tensions liées à l'eau naissent déjà en Afrique avec les phénomènes comme la désertification et en général avec les changements climatiques. Il en a été d'ailleurs question au cours des dernières conférences sur les changements climatiques à Paris ainsi qu'à Bonn. Alors, un des participants à ces conférences, expert en la matière, est avec nous ce soir, je le présente. Il s'agit de monsieur François Kalouele-Vouda, à qui je dis merci d'être là et surtout bonsoir, monsieur François. Bonsoir. Je précise que vous êtes président du Centre de recherche, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique, en abrégé ARD CIREP. Voilà, vous existez depuis combien de temps? Merci beaucoup. J'aimerais tout de suite, si vous me permettez, de préciser que c'est François Kalouele-Vouda. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous existons depuis 2007. Ok. Merci beaucoup. Alors, le grand problème aujourd'hui, après les guerres de pétrole et de religion, est-ce que nous allons vers la guerre de l'eau? Et pourquoi? Pour parler en termes de guerre de l'eau, il serait souhaitable de parler d'abord de l'eau. L'eau que nous avons sur la surface de la Terre est malheureusement mal répartie. Nous avons 97 dans 97,5% des eaux salées sur toute la planète. Et nous n'avons que 2,5% des eaux douces. Et ces eaux douces, nous les avons en liquide, tout de suite consommables, parce qu'il y a aussi les glacières. Heureusement, malheureusement, ça commence déjà à fondre. Il y a les nappes phréatiques qu'il faut encore forer. C'est en moins de 1%. Et ce moins de 1%, il y a 9 centres qui retiennent cette eau douce-là. Parmi les 9, il y a le bassin du Congo. Donc je précise que l'eau douce, c'est l'eau potable. C'est l'eau potable. C'est l'eau qui... On parle d'eau potable dès lors que c'est traité, oui, pour que l'homme puisse l'utiliser. Après traitement, bien entendu. Oui. Et l'eau douce, c'est l'eau que nous avons dans nos rivières, dans nos cours d'eau, qui ne sont pas salées. Alors c'est inégalement réparti sur la planète? C'est ce qui crée sa rareté. Et quand un produit est rare, tout de suite, on a besoin de le protéger. Et le protéger, ça veut dire, sur le plan commercial, de lui donner un prix. Alors que chacun puisse y accéder de façon normale. Alors, justement, M. François, et donc, cette répartition, disons, inégale, est susceptible d'engendrer beaucoup de conflits entre États? Oui, tout conflit peut être géré en amont pour éviter que ça puisse dégénérer et arriver à la guerre. C'est justement à ce niveau que nous disons qu'avec la répartition naturelle des eaux, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont des ressources en pétrole que d'autres n'ont pas. Il y a des pays qui ont de l'or et d'autres n'en ont pas. Le problème, c'est plutôt de savoir comment organiser cette distribution de façon à permettre à chacun de pouvoir y accéder. Malheureusement, en ce qui concerne l'eau, aujourd'hui, vous allez certainement avoir l'amabilité, si vous me permettez de dire ainsi, de m'accorder de faire une petite comparaison. Je vous en prie. En 2003, 1994, il y a eu le problème avec notre voisin, mais une année avant, les organisations internationales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme pour dire que la République démocratique du Congo
regorgeait un minerai très précieux pour la téléphonie. Et que dans les 10 ans à venir, le monde entier aura besoin de ce minerai-là. Il faut que la République du Congo, alors Zaïre, puisse voir comment organiser sa distribution. Malheureusement, avec tout ce que nous avons connu, c'est l'histoire de notre pays, ça n'a pas été pris en compte. Et c'est quoi? C'est le coltan. Merci. C'est ce qui amène la guerre aujourd'hui. Oui, donc, demain, comprends. ça sera l'eau. Demain, ce sera l'eau. Très bien, je comprends. Et donc, vous voulez dire que qui contrôle l'eau aujourd'hui contrôle toute la vie? L'homme peut rester plusieurs jours sans manger. Notre Seigneur est resté 40 jours sans manger. Mais l'homme ne peut pas rester au-delà de 3 jours sans boire de l'eau. Autrement, il meurt. Alors, est-ce que nous allons inexorablement vers les conflits entre États autour de l'eau aujourd'hui? Je souhaiterais plutôt parler en termes de le développement de l'instinct de survie que nous sommes en train de vivre d'ailleurs maintenant. La guerre de l'eau, à notre avis, après étude et réflexion, ne sera pas une guerre d'un État qui va aller envahir un autre. Il y a les textes internationaux qui interdisent. Mais par contre, les individus qui se sentent en danger de mort par manque d'eau, mais on leur dit qu'il y a de l'eau quelque part. C'est le cas de nos frères qui sont en train de mourir dans les embarcations de fortune. Les autres disent qu'ils vont à la recherche d'une vie meilleure, mais nous disons qu'ils sont en train de fuir le désert, là où il n'y a pas d'eau. Il y a les gens qui sont descendus avec leurs bêtes pour chercher de pâturage dans notre pays. Ils ne sont pas venus en amis. Ils sont venus parce que ce sont des cheptels de 10 000 têtes par famille. Et ce n'est pas une seule famille qui vient comme ça. Ils viennent avec femmes et familles, armes et munitions. Pour voir si on les accepte, bon, ils restent, ils permettent à leurs bêtes de pouvoir s'abreuver. Mais si on ne leur laisse pas le passage, ils s'imposent. C'est le cas de Mbororo au nord. Et aujourd'hui, on en parle très peu avec ce qui se passe en Ituri. C'est justement le terrorisme. On vient, on dégorge le papa, on traîne dans la boue la maman pour que tout le monde ait peur, puisse fuir. Et comme ça, ils vont venir prendre l'espace où il y a du pâturage, il y a de l'eau, les gens peuvent vivre. C'est déjà ça la guerre de l'eau. Oui, et voilà maintenant le problème avec la Libye. Oui, oui, plusieurs peuplades nomades aujourd'hui. L'homme est par nature nomade. Mais il faut savoir le sédentariser. C'est comme ça qu'au niveau de notre centre de recherche, nous nous sommes dit, pour sédentariser les peuples dans leur milieu naturel, suivant le principe qui dit quand la montagne ne vient pas vers toi, fonce vers la montagne, tu la verras venir. Donc c'est question d'amener l'eau pour leur permettre de rester dans leur milieu naturel et qu'ils puissent se déplacer quand il y a un besoin et en respectant les normes internationales. Alors, Monsieur François, l'eau est donc considérée actuellement comme un produit à valeur marchande, comme de l'or, le diamant, le coltan, que vous avez cité tout à l'heure, et qu'il faut négocier et vendre. Parce que vous l'avez tout à fait bien dit, c'est l'or bleu. Il y avait à un moment donné l'or jaune, et il y a eu la période de l'or vert, la forêt. Et aujourd'hui, c'est l'or bleu. Il faut chercher, comme avait dit le laboureur, ne laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Tout ce qui est rare coûte cher. Voilà que l'eau, je venais de vous dire, est un produit rare. Mais dans notre pays, c'est difficile que les gens puissent réaliser que c'est rare. Les gens qui en ont besoin ont du pétrole pour leur permettre d'acheter cette eau-là. Pour le cas du Sahel, du Sahara, par exemple. Il y a de la matière grise, parce que ce n'est pas tout d'avoir de l'or. Il faut aussi avoir de la matière grise. Il y a les universités qui sortent des éminents professeurs qui peuvent apporter leur expertise dans leur pays pour leur permettre de pouvoir développer le pays. Malheureusement, ils échouent dans les embarcations de fortune, que leur âme repose en paix. Tout ce monde-là a besoin de l'eau. Mais nous en avons. Et figurez-vous, monsieur le directeur, que pour sédentariser le peuple dans le bassin du lac Tchad, les 6 pays du bassin
avait besoin de 40 000 mètres cubes par an. Il faut préciser que le bassin du lac Tchad, c'est le Tchad lui-même, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la Libye, vous avez dit. Il y a la Libye. La Libye. Et quand on voit de l'autre côté, ils ont besoin de 40 000 mètres cubes par an pour que les éleveurs cohabitent avec les agriculteurs. Et nous, c'est la quantité que nous déversons dans l'océan par seconde. Et cette eau, une fois descendue dans la mer, cette eau douce ne revient vers nous sous forme de pluie que 3 siècles après, 300 ans. Par contre, ce que nous arrosons sur la terre ferme revient vers nous sous forme de pluie quelques semaines après, selon les saisons. Voilà pourquoi nous disons, au lieu de laisser cette eau aller se déverser et s'emprisonner pendant 3 siècles, pour rien du tout, et qu'aujourd'hui nous avons besoin de réduire suffisamment la température pour ne pas aller au-delà de 1,5, et la seule façon de le faire, c'est de pouvoir reboiser pour le pays où on a coupé les arbres. Alors vous dites nous c'est qui? C'est la RDC ou c'est le bassin du Congo? Je crois plutôt c'est mondial. C'est mondial pourquoi? Parce que la recherche n'est pas seulement faite par les Congolais que je suis. La recherche est faite partout au monde. Et cette recherche, une fois validée, ça peut permettre à ce que les décideurs puissent prendre les orientations de leurs décisions et passer à l'acte. Malheureusement, il y a très peu de gens qui s'intéressent à la recherche. C'est vrai que c'est un domaine budgétivore. Il faut avoir de la volonté et de la passion pour le faire comme nous le faisons au niveau des AR et des CIREP, sans financement extérieur. Je disais tout à l'heure que nous avons besoin de voir dans quelle mesure écourter le cycle de l'eau, au lieu que cette eau aille s'emprisonner dans l'océan pendant 3 siècles et revenir vers nous sous forme de pluie, que quand nous ne serons même plus là, les amis de l'autre côté au niveau du nord, Sahara et Sahel, c'est 40 000 km² de terres fertiles qui disparaissent chaque année. Avec l'arrosage, déjà, les herbes folles vont pousser de soi-même. Et la terre sera disponible pour recevoir les plants des arbres. Alors, voyons d'abord en Afrique. Et au sud, nous avons le même problème avec la Namibie, avec Malawi, qui est en train d'avancer parce que les déserts, les deux, au nord et au sud, prennent le bassin du Congo en étau à une vitesse, nous dirons, vertigineuse de 5 km par an. Ça vient vers nous. Donc, si nous ne faisons pas attention, et en plus, dans la prévision de la NASA, là on est en 2007, qui a dit d'ici 2100, le bassin du Congo sera submergé des eaux salées. Il faudra trouver de l'argent pour que la République démocratique du Congo puisse construire des digues qui vont coûter des milliards. Comment trouver cet argent-là? L'unique façon pour nous, c'est de pouvoir vendre ce qui est disponible, qui n'est rien d'autre que de l'eau. Alors, il y a une demande pour acheter cette eau. Je comprends maintenant, M. François. Alors, vous voulez dire donc qu'en Afrique, il y a déjà 2 foyers de tension autour de l'eau, donc au niveau du bassin du lac Tchad et au niveau du bassin du Congo. Voilà. Et c'est terminé, il n'y a que les deux. Autour du Nil, également, il n'y a pas de problème. Le problème du bassin fleuve Nil est tout à fait différent par rapport à notre problème à nous, parce qu'on a dit que l'Égypte est le don du Nil. Et ça a été réglementé. Il y a les textes qui ont amené à ce qu'on puisse organiser le comportement des membres de ces bassins-là. Quand bien même que quand l'Éthiopie a demandé à construire le barrage, il y a eu quelques petites difficultés. Mais le problème, c'est par rapport à l'eau que nous avons dans un grand bassin, qui est le bassin du Congo. Parce qu'avec le bassin du Congo, nous avons la forêt. Avec le bassin du Congo, nous pouvons arroser le nord et le sud de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre regretté président Kwame Nkrumah qui l'avait dit à son frère, que son âme repose en paix, Premier ministre Lumumba, en 1958.
Donc, ce n'est pas le fleuve Nil qui peut, avec un débit que nous connaissons, arroser l'Afrique. Le débit est tellement faible. Parce que pour tirer l'eau, si vous me permettez, monsieur le directeur, il y a 4 éléments importants qui interviennent. Primo, c'est la salinité, de voir si l'eau en question peut être traitée pour devenir potable afin que l'homme puisse le consommer. Et aussi l'espèce animale, sans oublier l'espèce végétale. On n'arrose pas avec de l'eau salée. Et il y a 2e élément, c'est la profondeur de l'endroit où on doit amener sa crépine. Et quand c'est tout en surface, vous n'aurez pas le résultat que vous pouvez attendre. 3e élément, c'est par rapport à la vitesse de l'eau. Parce que là où vous allez tirer l'eau, il faut que ça soit remplacé immédiatement. Il faut que ça soit remplacé immédiatement pour que l'opération puisse se pérenniser. Et 4e élément, c'est de pouvoir gérer maintenant la navigabilité après le captage. Et ces éléments-là ne sont pas réunis pour tirer l'eau à partir du fleuve Nil. Par contre, sur notre majestueux fleuve, il y a plusieurs points. Et nous avons retenu... Alors, je comprends bien, très bien, M. François, mais alors, que dit le droit international en la matière? C'est-à-dire que nous qui avons le trop plein, nous avons l'obligation nécessairement de partager avec les autres qui en manquent. C'est une décision qui a été prise au niveau des Nations Unies et répercutée par l'Union africaine. C'est un devoir humain, et surtout nous qui sommes africains, c'est de notre nature d'être solidaires. Cela ne veut pas dire qu'avec cette obligation de partager les eaux que nous détenons, qui sont à nous à l'instant où elles sont à nous, parce que le fleuve coule. Hein, l'eau est à nous à cet instant-là. Et après, l'eau en question devient la propriété de l'océan, hein, que nous perdons, et on nous demande de voir dans quelle mesure disponibiliser ces eaux pour que nos frères qui en ont besoin puissent y accéder. L'unique façon de pouvoir répondre à cette exigence légale sur le plan international qui s'impose sur nous, c'est de donner un prix à cette eau-là. Alors donc, distribuer suffit en termes de transfert ou en termes d'exportation? Bien, il y a eu une demande à l'époque. C'était en 1970, c'était déjà les Italiens qui avaient pensé que c'était bien qu'on puisse amener l'eau du fleuve Congo vers le désert de Sahara. Mais malheureusement, ça n'avait pas beaucoup avancé. Mais par contre, en 1987, le regretté président libyen Kadhafi, paix à son âme, avait formulé la demande à la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Et le Zaïre, donc la République démocratique du Congo, avait accepté, sous réserve, qu'il y ait une commission bilatérale. La commission est arrivée dans notre pays et il y a eu l'étude de l'endroit qu'il fallait tirer l'eau. Et cet endroit, c'était la rivière Ubangi. Dans le nord. Dans le nord. Et tout le monde était contre, déjà en 1987, nous y compris. Pourquoi nous? L'Ubangi qui est à cheval entre la RCA la République démocratique du Congo. Et la République du Congo, démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Pourquoi nous sommes contre? Pour 4 raisons aussi. Première raison, il s'agit d'un canal, c'est une déviation des eaux de la rivière Ubangi qui va rapporter 0 francs à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Nous venons de dire c'est une richesse de notre pays. Nous devons lui donner le prix, savoir comment... Mais avant d'arriver là, les propositions faites consistaient en quoi exactement? Qu'il fallait transférer l'eau de l'Ubangi vers le lac Tchad. Et voilà. Ça s'est passé comment? Le transfert, ce qui était prévu avec le centre de recherche CIMA, je ne fais pas la publicité, je les aime bien, mais ce sont les Canadiens, ils ont estimé qu'il fallait faire une déviation d'une partie des eaux de l'Ubangi, si pas le tout, avec tout ce qui reste comme eau dans l'Ubangi. Je me pose la question comment ils n'ont pas pu anticiper sur tout ça,
Ils ont pensé désorienter les eaux de la rivière Ubangi par un canal pour l'amener directement sur le lac Tchad. En traversant la République centrafricaine. Et aller pour atteindre le lac Tchad. C'est un canal de déviation seulement. Oui, mais à quel coût? À 40 milliards de dollars. 40 milliards. Oui. D'investissement pour la réalisation des ouvrages. Donc, comme on dit chez nous, les grands terrassés pour amener l'eau à ciel ouvert, c'est ça le budget qui a été retenu. Heureusement, le bon Dieu a été avec nous quand, au mois de septembre, il nous est parvenu l'information qu'il y avait une réunion qui se préparait au niveau d'Abuja pour valider maintenant les études faites afin de passer à l'étape de la réalisation pour tirer l'eau à partir de la rive de la République centrafricaine. Nous sommes allés vite voir son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, pour lui faire voir qu'il y a une demande qui a été envoyée chez son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie, qui à son tour a estimé que c'était le ministre de l'Environnement qui devait prendre en charge ce dossier-là. Étant donné que nous avons une convention avec le ministère de l'Environnement et le ministre sait que nous traitons ce dossier-là dans notre centre de recherche, c'est comme ça qu'il a accepté notre demande de partir pour présenter à la commission au niveau d'Abuja, à la Réunion, notre position du centre, pas de la République. Et heureusement, quand les organisateurs au niveau d'Abuja ont su qu'il y avait une proposition venant d'un centre de recherche de la République démocratique du Congo, avaient estimé bon de remettre maintenant pendule à zéro, qu'on aille se rencontrer au Tchad. C'est là que nous sommes déplacés. Merci encore à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, qui nous a accordé son ordre de mission. Et quand nous sommes arrivés au niveau du Tchad, nous leur avons expliqué que par rapport à nos recherches et aux raisons, les 4 raisons qui nous amènent à dire que ce n'est pas normal qu'on puisse puiser l'eau et surtout à ciel ouvert dans une rivière qui est l'affluent principal de notre fleuve Congo à partir de l'Ubangi. Mais vous allez continuer, mais alors pour quel inconvénient s'il fallait tirer l'eau par de l'Ubangi? Premier inconvénient, c'est que la rivière Ubangi est l'affluent principal du fleuve Congo. En 1970, l'année de la mise en place du barrage Dinga, il fallait faire les études, le fleuve avait un débit de 40 mm3 par seconde. Et la rivière Ubangi avait sa participation dans notre fleuve à hauteur de 15 000 m3 par seconde. Et la navigabilité était bonne, c'était navigable de 12 mois sur 12. Mais en 2007, à l'année où nous avons commencé avec le centre CIREP, la rivière Ubangi n'était plus navigable que 3 mois sur 12. Il n'y avait plus assez d'eau. Ce n'est pas normal qu'on puisse tirer l'eau dans cette rivière qui est un affluent principal de notre fleuve. Deuxième élément, chez nous, nos ancêtres, nos chefs, étaient enterrés la nuit. Je ne vous apprends rien. Qu'est-ce que ça va avoir avec un problème d'eau? Parce que chez nous, quand un chef meurt, on ne l'enterre pas la journée pour ne pas choquer les gens. Les initiés l'amènent dans le lit de la rivière et on l'enterre la nuit. Ça, c'est un problème culturel. Et quand on dévie les eaux de la rivière Ubangi, on risque de se retrouver avec les eaux de nos ancêtres au Tchad. Pour nous, c'est une profanation. Troisième élément. Avec ce que nous sommes en train de nous poser la question, si l'eau est commerçable ou pas, mais ce que nous savons est que l'or, le diamant, sont soit métal ou pierre précieuse. La rivière Ubangi traverse justement la zone minière qui a et l'or et le diamant alluvionnaire. Et quand on dévie l'eau, tout ce qui est or et diamant dans cette zone-là, dans le lit de l'Ubangi, va partir sans passer par la douane. Et puis il y a l'autre élément qui
est évidente que quand l'eau quitte la rivière Ubangi par simple canal, la République démocratique du Congo ne gagne rien, même si par absurde il venait à le faire. Voilà pourquoi nous avons dit non à ce transfert-là. Sans compter le fait que c'est une perte pour rien. Avec 50 degrés à l'ombre, l'eau en question va se volatiliser et puis il y aura des gouttelettes qui vont arriver. Alors la solution alternative? L'alternative que nous avons amenée au niveau du bassin du lac Tchad, qui a heureusement été entendue et retenue, est la création d'une société panafricaine de distribution des eaux et électricité, qui va prendre en charge notre projet d'exportation des eaux du fleuve Congo vers les déserts d'Afrique. Ça veut dire Kalahari, Sahel au nord, et Kalahari plutôt, excusez-moi, Sahara et Sahel Sahara au nord, oui. au nord, Kalahari et Namib au sud. Dans le sud, oui. Parce que les deux sont demandeurs. Au nord, ils voulaient prendre au niveau de la rivière Ubangi, et le sud voudrait prendre à partir de la rivière Kasaï. Et qu'est-ce qui va nous rester à la sortie? Et pourtant, avec l'eau qu'on veut, entre guillemets, amener par canal jusqu'au lac Tchad, ne va pas résoudre tous les problèmes. Avec notre projet de la Société panafricaine de distribution des eaux et d'électricité, nous allons sédentariser les peuples dans leur milieu naturel. Pourquoi? Il y aura l'eau pour les humains qui sera traitée à moindre coût pour qu'on ait ça dans les maisons, ce qu'on appelle l'eau courante, au lieu que les mamans aillent avec tout ce qu'on a connu comme insécurité jusqu'au niveau du lac, auront de l'eau chez eux à la maison. D'autre part, les bêtes n'ont pas besoin de l'eau potable, mais de l'eau douce qui permettra à ce qu'on puisse arroser la terre, laisser pousser les pâturages, de l'autre côté, amener aussi à ce que le peuple pasteur puisse être sédentarisé, parce que c'est à ce niveau-là que leurs bêtes vont consommer leur nourriture. Oui, mais il faut que ces bêtes aussi puissent s'abreuver. Que gagnerait la République démocratique du Congo dans tout ça? La République démocratique du Congo est gagnante sur tous les plans. Nous risquons d'être pénalisés abondamment. Je ne vois pas... Est-ce que ça ne va pas créer une pénurie d'eau chez nous? Bon, dans votre question, il y a deux parties. La première partie, c'est de savoir que gagnerait la République démocratique du Congo avec notre proposition de projet de ARD, CIREP, de la République démocratique du Congo, parce que de l'autre côté, on nous identifie chacun, nous sommes à 3 maintenant, qui concourront pour être retenus au mois de février, au cas où le bon Dieu accordait à ce que les chefs dans notre pays acceptaient notre projet pour le soutenir. Ceci est dit en passant. Alors, la République démocratique du Congo va gagner 5 éléments. Premier élément, la paix et la sécurité. Parce que ceux qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de l'eau pour laisser leurs bêtes s'abreuver, trouver des pâturages. Et ils vont rester chez eux. Nous allons les sédentariser là-bas. Deuxième élément. Une fois l'eau partie par pipeline, captée à partir de la restitution du projet Grand Inga, parce que ça c'est technique, hein? Donc les autres disent après le barrage d'Inga, mais pour être un peu plus précis, après le projet Grand Inga. C'est à ce niveau-là que nous avons les 4 conditions réunies pour capter l'eau. Par pipeline, qui est le grand tuyau, hein, avec les moyens modernes de captage, il y aura d'abord création d'emplois. La régie des eaux a de l'expertise qui pourra déjà soumissionner pour avoir ce marché-là, la construction de grands ouvrages hydrauliques. Il y a l'électricité de la SNEL. Je sais qu'avec un petit coup de pouce, ça pourra s'améliorer et on ne peut pas avoir le transport de l'eau sans électricité. Il y aura création d'emplois à ce niveau-là aussi. Il y aura pour notre pays le rentrée d'argent à hauteur de 60 milliards de dollars par an. Alors, M. François, vous étiez à Bonn, à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP23, dans la ville de Bonn précisément. Et cette question en ce qui concerne le transfert d'eau de la RDC vers le sud du continent avait été abordée, mais en quels termes?
Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Au niveau de la COP 23, comme les autres COP d'ailleurs, il y a deux zones. Il y a la zone qui est réservée aux officiels, aux chefs d'État et de gouvernement qui traitent les dossiers et il y a leurs exposés là-bas. Il y a l'autre partie pour réserver aux experts, aux organisations non gouvernementales comme les nôtres, qui est réservée pour nous permettre de nous exprimer. Alors, à Bonn, il y avait la zone Boula pour les officiels, les représentants des États et tout ça. Et au niveau de la zone Bonn, le bon Dieu nous a fait grâce. Il nous a été réservé la salle numéro 5 où nous avons exposé. Nous avons obtenu l'avantage avec notre participation à la réunion du Tchad, de N'Djamena, où le projet d'exportation des eaux du fleuve Congo vers les déserts d'Afrique par les canaux de la création de la Société panafricaine de distribution des eaux et électricité a été retenu et les conclusions ont été publiées dans le site de l'UNESCO. Nous sommes en compétition là-bas avec l'ONG américaine qui finance une organisation canadienne qui concourt aussi avec nous pour qu'au mois de février, à la fin du mois de février, début du mois de mars, qu'on puisse nous départager avec aussi le projet italien qui est là. Il y a les Chinois aussi qui nous ont suivis grâce à la République démocratique du Congo, notre pays, parce que je suis d'ici. Le projet de transfert des eaux de l'Ubangi est devenu moribond. Aujourd'hui, il y a 4 projets en lice, parmi lesquels le projet de l'ARD, Centre international de recherche, d'études sur la prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique, dont j'ai la responsabilité de diriger. Et à ce niveau-là déjà, c'est vrai, ça a créé quelques jaloux. Il y a le président des G77 plus la Chine ayant pris connaissance de l'existence de cette possibilité-là a répercuté notre invitation dans le réseau pour nous permettre, d'autres diront qu'il nous a appuyés pour que les autres qui n'avaient pas eu accès à ce privilège de pouvoir exposer à Bonn soient un tout petit peu pris de court. C'est le destin qui a voulu ça. En tout cas, pendant les 4 jours que nous avons eu à exposer au niveau de Bonn, dans la salle, c'était du 9 au 12, de 16h à 17h, pendant 1 heure chaque jour. Tout le monde était très content. Et il y a même des experts qui nous ont posé la question de savoir, mais pourquoi vous ne mettez pas ça tout de suite en route? Nous avons dit non. L'eau est un patrimoine de la République et surtout du bassin. Il faut que les politiques puissent s'approprier de ce projet. Avant les politiques, nous allons commencer par la sensibilisation de nos semblables qui sont en difficulté au niveau du bassin du lac Tchad. Ça a été fait parce que, pour votre information au passage, j'ai été intronisé autorité traditionnelle du Sahel au cours de notre passage là-bas, tellement ils étaient très contents de voir la proposition de notre projet. Et il reste maintenant que dans mon pays, qu'on commence à amener à ce que nos autorités puissent être attentifs à ça pour qu'ils ne soient pas, parce qu'ils seront là au mois de février, en face d'un projet qui vient de la République démocratique du Congo, mais qui n'est pas soutenu par l'autorité, ça ne sera pas concevable. Voilà, nous allons prendre peut-être une dernière question. Alors, il faudrait que la population comprenne ces problèmes de transfert d'eau de la RDC vers le nord ou alors le sud. Le problème, c'est quoi exactement? Il s'agit-il d'un rétrécissement ou bien d'un dessèchement des cours d'eau qui nous oblige à pouvoir partager notre eau avec les autres? Je vais parler
de ce qui a amené à RD-CIREP à faire cette proposition-là. C'est seulement quand nous constatons sur la carte publiée par la NASA et par le canal de Jeune Afrique, si rien n'est fait, notre bassin, et plus précisément notre pays, sera inondé des eaux salées en provenance de l'océan. Nous sommes l'unique endroit où nous pouvons encore prendre des précautions pour que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les côtes sont aujourd'hui érodées. De l'Afrique, je dis. Il y a des métropoles qui exigent à ce que leur population puisse rentrer dans la terre. Et pourtant, dans la terre, il n'y a plus d'eau. Mais dans notre pays, dans notre bassin, nous avons l'avantage de découvrir qu'il y a les déversoirs, les niveaux un tout petit peu plus bas par rapport aux autres niveaux qui nous séparent de l'océan. Et surtout, nous sommes dans une cuvette, c'est comme une marmite. Le niveau est plus bas dans la cuvette par rapport à l'océan. Et c'est comme ça que les 3 déversoirs, comme le mot le dit, vont permettre à ce que le trop-plein de l'océan puisse maintenant se déverser dans notre pays. Et à ce moment-là, la NASA dit qu'on peut avoir 80% du bassin du Congo qui va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut dans la prévention? Dans combien de temps à peu près? Ils avaient prévu, je vous dis, en 2007, qu'à horizon 2100. Mais plus nous avançons et plus nous réalisons que ça va arriver bien avant ça. Donc c'est le continent qui avance, et plutôt c'est l'océan qui avance sur le continent. C'est l'océan avec l'augmentation du niveau de la mer qui avance vers le continent. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas très difficile, c'est pas sorcier, on n'a pas besoin d'être savant pour le réaliser. Il faut construire des digues. Mais ces digues-là, avec ce dimensionnement-là, ça va demander beaucoup d'argent. Oui. Et pendant que les autres sont en difficulté aujourd'hui, et ils ont d'ailleurs conscience que nous avons du produit qui peut nous permettre d'avoir de l'argent et nous suffire à nous-mêmes pour construire ça, ils ne viendront pas à notre secours quand on va leur demander de venir. Peut-être qu'ils seront déjà occupés à résoudre leurs propres problèmes parce qu'il y a des pays qui sont en train de disparaître sous les eaux et on ne sait pas où amener ces apatrides-là. Et le Tchad, c'est... D'où la proposition de vendre cette quantité d'eau avec les 60 milliards de dollars par an. Je crois que nos autorités sont à même de bien gérer ça. Et à la sortie, nous proposons qu'il y ait création d'un fonds, que la Société panafricaine de distribution des eaux et électricité aura l'obligation de renflouer les caisses. Et par rapport à ce fonds-là, de lutte contre la montée des eaux de l'océan, on va construire ces digues-là à fonds propres. Alors, le lac Tchad, c'est la même chose, il connaît un problème de dessèchement aujourd'hui? Le lac Tchad, en 1970, avait 25 000 km². Aujourd'hui. Mais en 2010, le lac Tchad n'avait plus que 2500 km². C'est inquiétant. Très inquiétant. Et par contre, avec la charte de l'eau que les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied, ce sont des contraintes pour l'utilisation de l'eau qui amènent à ce que les quantités, parce que le lac reçoit quand même les eaux à partir d'un nappe phréatique, à raison de 40 000 mètres cubes par an, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et cette quantité-là, qui n'est pas consommée ou pompée par la population, a amené, de façon éphémère encore, que les eaux puissent monter jusqu'à environ 4000 km². Ben, c'était au prix de ce que nous vivons ici. On interdit aux gens de pouvoir accéder à l'eau et qui est tout près, mais on ne leur dit pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leurs bêtes. Ils disent, ben, dans ces cas, ici, la charte nous interdit de consommer l'eau. Même pour laver la voiture, il faut avoir l'autorisation de la commune. C'est grave, nous venons de là. Alors, sur les études qui ont été menées par les climatologues, les hydrologues et les autres spécialistes en la matière.
nous avons l'avantage d'avoir dans notre pays la commission du bassin de Lubangui, Sanga et Congo, SICOS, qui est parmi les bureaux respectables sur la planète de toute façon, qui observe aussi les satellites, pour ne citer que eux, parce que quelque part, il faut aussi reconnaître ce qui est fait dans notre pays. Je ne vais pas citer les autres pour ne pas faire leur publicité. Merci beaucoup. Déjà, avec ce que nous avons ici, merci nous avons beaucoup, Monsieur fiables. François. Je vous laisse une minute, peut-être pour un message à propos de ces phénomènes au fait climatique qui commencent à créer beaucoup d'inquiétudes, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Et quel doit être le comportement des Africains, des Congolais vis-à-vis de leur milieu naturel? Je crois que l'Éternel, notre Dieu, nous a dotés d'un moyen important de nous prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons eu nos chefs d'État qui ont parlé de ça. Notre chef d'État, le regretté Mouzé, qui a dit prenez-vous en charge pour qu'on ne soit pas quémandeur. Nous sommes dans un pays riche, potentiellement il faudra rendre ça cinétique et que nous puissions profiter de cette richesse. L'unique façon pour nous, en tout cas aujourd'hui, est de soutenir le projet de l'exportation des eaux par la création de cette société panafricaine de distribution des eaux et d'électricité. Parce que c'est un vecteur et de l'adaptation et de l'atténuation. Ça sont les termes techniques. Mais en tout cas, ça va sédentariser les peuples d'Afrique dans leur milieu naturel. Ça va créer des richesses à partager entre tous. Et ça va aussi nous permettre de protéger notre pays en cas de montée des eaux à partir de l'océan Atlantique. Et ce projet, parce que je dis, si vous me permettez, d'être soutenu, la décision sortira pour nous départager. Nous sommes à 4, comme je vous ai dit. Nous sommes tous les centres de recherche qui amènent les projets. Mais ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont choisir parmi les 4 quel est le projet qui est plus intéressant que l'autre, qui sera à ce moment-là réalisé. Et nous avons la charge, chacun, de battre campagne, mais pour nous, nous savons que tous les autres finiront par venir dans notre pays pour solliciter de notre gouvernement de soutenir leurs projets. Ben, nous allons faire pareil ici pour voir nos autorités. Je souhaite qu'ils nous ouvrent leurs portes pour voir dans quelle mesure ils peuvent soutenir le projet qui vient de leurs compatriotes d'une ONG de droit congolais, dirigée, organisée à fonds propres, sans financement extérieur, sans connotation politique, le projet qui sera devant eux, dès lors que ça vient de chez nous. Je crois qu'il y a une petite sensibilité qui peut amener à ce qu'ils choisissent que notre projet soit arrêté. Dans son ouvrage intitulé « La guerre de l'eau aux portes de la RDC », le sénateur Mutinga, Modeste Mutinga, avait au fait suggéré qu'un tel projet devrait passer au référendum. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable sénateur. Je crois, là, il parlait au sujet du transfert des eaux. Mais notre proposition n'a rien à voir avec le transfert des eaux que nous avons décrié. Nous, c'est la création d'une société. C'est comme ce que fait la SNEL aujourd'hui, qui vend l'électricité à l'exportation. Cela n'a pas besoin d'un référendum pour une société de l'État. C'est comme la Russie qui vend le gaz par pipeline à l'Europe. En Europe. Il n'y a pas eu besoin d'un référendum. C'est un produit commerçable. Aujourd'hui, c'est plutôt question de soutenir notre gouvernement, d'un côté d'accepter ne fût-ce que de nous recevoir. Et pourquoi pas le chef de l'État, au cas où cela a été possible, nous lui serons vraiment reconnaissants. L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que quand nous avons, nous, la possibilité d'avoir une position stratégique, pas seulement sur le bassin, mais sur le plan continental, cela vaudra encore du respect. Rien que pour ça d'abord. Et de l'autre côté, quand nous avons en face de nous les chefs d'État et de gouvernement qui quittent leur pays pour aller battre campagne pour une société privée, le cas des sociétés
des constructions aéronautiques. On voit les chefs d'État américains se déplacer pour aller soutenir leur société pour permettre à ce que l'exportation soit là. Ça n'a pas eu besoin d'un référendum. Mais par contre, concernant ceux qui veulent soutenir le transfert des eaux, parce qu'eux aussi sont avec nous, on est en train de concourir. Je crois que pour eux, c'est intéressant qu'il y ait d'abord le référendum pour savoir si le gouvernement, dans cette salle-là, sera appelé, avec le cultus du peuple congolais, de soutenir les transferts. Merci là, beaucoup. Il a raison. Pour notre exportation, je crois qu'il n'y a pas besoin de... Merci beaucoup, c'est bien noté, M. François Kalouil. Et je précise, à l'intention des téléspectateurs, que vous êtes le président du Centre de recherche, d'études et de prévention sur les catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. Je crois que cette émission va appeler beaucoup de réactions. Et sinon, vous serez encore les bienvenus pour pouvoir apporter d'autres précisions. Mesdames et messieurs, bonsoir de nous avoir suivis et à très bientôt.